Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'éclaircissement des nuages marins qui est organisé en marge de la conférence des Nations Unies sur les événements par C2G et par le GSAMP. Je suis Chris Viviane, coprésidente du groupe de travail 41 de la GSAMP. Je vais vous présenter brièvement. Je vais également vous présenter C2G. Donc, le GESAMP, c'est le groupe mixte d'experts sur les aspects scientifiques de la protection du milieu marin. C'est une agence, un organe interagence des Nations Unies créé en 1969. En bas de cette diapositive, vous pouvez voir en bas donc les personnes qui nous soutiennent, les sponsors de la GESAMP. Je vous en dirai plus sur le fonctionnement de notre organe dans le cours de notre webinaire d'aujourd'hui. Le groupe 41, dont je suis coprésident, s'occupe des interventions sur l'atténuation des changements climatiques et la géo-ingénierie. Nous avons des objectifs globaux pour mieux comprendre les impacts potentiels sur l'environnement et socio-économique des interventions sur le climat marin et pour donner au protocole de Londres des conseils pour identifier ces interventions essentielles sur le climat marin. Nous avons publié un examen très détaillé de ces techniques proposées de géo-ingénierie marine que vous pouvez trouver sur notre site web. Depuis ce rapport, nous avons de nouveaux termes de référence et des questions essentielles que nous voyons qu'il faut résoudre. On a développé un cadre qui vise à intégrer les données qui viennent des disciplines des sciences naturelles et de société pour donner un conseil général sur les interventions océaniques pour l'atténuation des changements climatiques. On a également développé un fluide diagramme et un questionnaire pour pouvoir obtenir de l'information des personnes qui proposent les interventions océaniques. Ensuite, on a une question très importante qui est de donner des conseils aux parties du protocole de Londres en identifiant ces interventions prometteuses et d'autres, évidemment, buts qui seraient intéressants de considérer pour écrire une annexe. Et il faut également identifier les manques dans les connaissances et les incertitudes qui sont liées à tout ceci. Je veux également vous présenter brièvement l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, qui est une initiative indépendante entièrement financée par la philanthropie et qui vise à encourager les cadres de gouvernance pour les approches de modification du climat, en particulier pour l'élimination du carbone, du dioxyde de carbone à grande échelle et la modification de rayonnement solaire. C2G est impartial quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches et techniques. Je vais maintenant passer la parole à Miranda. Bonjour, je suis Miranda Betcher, moi aussi membre du groupe de travail 41 de GESAMT. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Comme vous le savez, nous sommes ici pour parler de l'éclaircissement des nuages marins. Et donc, le contexte de tout ceci, c'est le souci croissant sur le fait que des actions entreprises par les communautés globales pourraient ne pas limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, il y a certains endroits du monde qui connaissent déjà ces effets. Par exemple, la Grande Barrière de Corail a été abîmée par de graves vagues de chaleur marine. Donc, pour diminuer le stress marin sur cette barrière de corail, des ingénieurs s'intéressent et travaillent sur l'éclaircissement des nuages marins. Cela consiste à éclaircir des nuages et cela reflète donc la lumière du soleil vers l'espace. L'éclaircissement des nuages marins fait partie de la modification du rayonnement solaire, le MRS, et pourrait protéger l'environnement des risques climatiques, mais pourrait aussi s'accompagner de nouveaux risques et de nouveaux défis. Et notamment le fait que cette recherche sur la modification de la MRS pourrait détourner l'attention et nous détourner des causes du changement climatique, c'est-à-dire de réduire drastiquement le montant de carbone. Mais parallèlement à ceci, les scientifiques et les décideurs politiques n'en savent pas assez sur les possibles risques et avantages de l'éclaircissement des nuages marins. Et
d'autres approches de MRS et il faut qu'ils puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Donc la recherche est nécessaire pour combler ces manquements et c'est une question épineuse. Comment on affronte ce risque de faire de la recherche face au risque qu'il y aurait à ne rien faire sur la MRS. Et donc, ça peut être utile comme une option climatique. Et par exemple, ce projet australien sur l'élargissement des nuages marins est utile pour la recherche. Et donc, cet événement nous rassemble différents intervenants qui vont partager leur point de vue. Je vais les présenter. Donc, nos interlocuteurs vont brièvement présenter pourquoi ils sont intéressés par ces sujets. Je leur poserai ensuite des questions, puis nous passerons à une session de questions-réponses avec notre public et nous terminerons avec des conclusions de Janos Pasteur, qui est le directeur exécutif de la C2G. Vous qui nous regardez du public, si vous avez des questions, vous pouvez les publier dans la boîte de Q&A, de questions-réponses, pas dans la chatbox, et nous y répondrons ensuite. Je vais inviter chacun de nos interlocuteurs de se présenter brièvement sur le sujet, de parler comme 2 minutes sur ce sujet. Daniel, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis Daniel Harrison. Je suis océanographe biologique à l'université de Southern Cross en Australie. J'ai une expérience en ingénierie et j'ai un doctorat en sciences. Donc, je suis axée sur ma recherche, sur la recherche des techniques qui sont basées sur les océans pour résoudre les problèmes que l'être humain a créés sur les océans et pour défendre les écosystèmes écomarins qui sont plus stressés aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été depuis que l'homme a marché sur la planète. Donc, nous tentons d'aider ces écosystèmes à prospérer dans ce nouveau monde que nous avons créé. Je suis directeur du programme de restauration et d'adaptation de la barrière de corail en Australie. Ce programme s'attache à trouver de nouvelles interventions de gestion que l'on pourrait utiliser au-delà des options classiques de restauration et de conservation. Donc il y a de nouvelles interventions que nous observons et parmi celles-ci, on trouve l'éclaircissement des nuages marins. C'est une technique qui m'intéresse car la modélisation de ces interventions pour la barrière de corail nous disent que ceci devrait fonctionner selon le scénario le plus optimiste, donc ils nous disent que ça pourrait fonctionner. D'après les connaissances que nous avons pour le moment, mais eh bien, la modélisation montre que ça pourrait fonctionner et que c'est l'une des interventions les plus prometteuses pour la barrière de corail et que ça vaut mieux que de remplacer par exemple de la barrière de corail ou de mettre d'autres espèces. Merci Daniel. Phil. Bonjour, je suis Phil Williamson de l'université East Anglia à Norwich au Royaume-Uni. J'ai travaillé pour le Conseil de recherche de l'environnement naturel au Royaume-Uni. Et c'est l'organe fondateur dans lequel j'ai été engagée et je coordonnais et planifiais des interventions donc, de recherche et donc des interventions. J'ai commencé à travailler sur les interventions océaniques il y a 30 ans avec les premiers essais de fertilisation des océans qui ont été menés par des scientifiques et des chercheurs dans les océans du Sud. Et donc, nous avons examiné toutes ces interventions et avec les aspects scientifiques et nous avons développé cet intérêt pour ce type d'intervention et j'ai travaillé pour la Convention de la diversité biologique avec le premier rapport publié en 2012 sur les effets scientifiques de tout ceci et sur la faisabilité. Et le deuxième rapport de la Convention sur la diversité biologique a été publié en 2016, a été suivi d'autres rapports, y compris pour le GIEC.
où ont été examinés les aspects océaniques, donc liés au changement climatique. Donc, mon expérience est surtout biologique, mais je suis également intéressée par les interventions sur la nature. Merci beaucoup, Phil. Nous allons maintenant passer à Ishita. Bonjour tout le monde, je suis Ishita Yadav, je suis à Bangalore en Inde et je travaille pour le point focal régional en Asie du Sud sur l'objectif de développement durable 7 pour les enfants et les jeunes et je suis coordinatrice du groupe des cités, de travail des cités. Je me suis engagée dans ces organes multilatéraux et dans les négociations à haut niveau et pour que les communautés puissent organiser leurs projets autour de l'atténuation du climat. Je suis journaliste et je m'attache à mettre en avant ces solutions climatiques et mon engagement a commencé dans la géoingénierie quand j'ai fait ma bourse en journalisme et donc où avec mes collègues nous nous sommes penchés sur les questions de modification du rayonnement solaire. Et donc, j'aime être engagée dans ces conversations mondiales sur la géo-ingénierie solaire et je fais des ateliers ici à Bangalore avec les jeunes. Et au-delà de cet engagement avec la jeunesse, je suis donc engagée sur la MRS et avec cette agence de promotion de l'ODD numéro 7, je pense que la MRS a un gros potentiel et d'ici à 2030-2040, il faut vraiment qu'il y ait des actions véritables et il faut que tout ce qui est la gouvernance et la recherche ait beaucoup avancé aux horizons du NCT et les jeunes doivent vraiment s'engager. Et en particulier les jeunes qui viennent des groupes marginalisés ou des régions rurales ou qui souvent sont confrontés à des barrières. Et donc, il faut qu'ils puissent s'engager dans des politiques, dans tout ce qui va les affecter directement. Et donc, il faut viser donc à cette durabilité. Merci. Simone. Merci beaucoup, Simone. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. Je me présente, donc je suis professionnelle du droit universitaire à l'Université de Malte. Je travaille dans les questions de droit, de loi environnementale depuis 31 ans. Avec une spécialisation sur les questions climatiques et plus récemment sur le lien avec les actions climatiques. J'ai toujours eu un grand intérêt à travailler avec des scientifiques, des ingénieurs et d'autres professionnels dans les domaines multidisciplinaires, dans les forums multidisciplinaires, pour forger cette relation entre le scientifique et le juridique. Ça a toujours été mon rôle principal en tant que conseillère pour mon gouvernement. Aujourd'hui, je suis là sous ma casquette personnelle, je vais dire. J'ai très intéressée de trouver comment on peut ouvrir la voie à la gouvernance de ces questions, car en réalité, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'organes multilatéraux qui régissent ces questions. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est un rôle très intéressant, car ça peut conduire à des abus s'il n'y a pas de loi. Et bien entendu, tout ceci, ça relève de nombreux dilemmes. Et c'est la façon de les résoudre, c'est-à-dire d'avoir un dialogue ouvert et objectif avec des acteurs interdisciplinaires pour mieux comprendre les conséquences. Et je pense qu'il est largement le temps de commencer à avoir cette discussion. Et donc, j'ai hâte de voir ce que les autres invités d'aujourd'hui vont dire aujourd'hui sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, Jan. Merci et bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir. Je suis Jan McDonald. Je suis en Tasmanie, qui est l'île la plus au sud de l'Australie, et je rends mes hommages et tous mes respects au peuple Palawa qui continue à conserver cette magnifique terre et paysage terre marine où j'ai la chance d'habiter.
Je suis professeur de droit environnemental et climatique à l'Université de Tasmanie. Je suis particulièrement intéressée par la gouvernance nationale pour l'adaptation et l'action climatique. Je pense que je vais avoir une discussion très intéressante avec Simone, car je pense qu'il y a beaucoup de gouvernance. Ce n'est pas nécessairement au niveau international. Je dirige un projet fondé par le Conseil australien de la recherche qui examine comment les cadres et les lois nationales peuvent être utilisés comme une plateforme pour la gouvernance de la modification du rayonnement solaire et pour sa recherche et son développement, pas encore pour son développement. Et dans le cadre de ce projet, nous voyons les leçons qui peuvent être tirées de l'expérience nationale en Australie sur l'éclaircissement des nuages marins. Merci donc à tout le monde et à nouveau bienvenue. J'aimerais commencer par une question que j'ai pour vous, avant d'ouvrir les questions au public. Philippe, j'aimerais commencer avec vous. Vous avez dit que vous êtes impliqué dans la position de la Convention sur la diversité, sur la diversité biologique, sur l'éclaircissement des nuages marins. Donc, comment ces décisions peuvent être intéressantes pour les expériences d'éclaircissement des nuages marins? La Convention sur la diversité biologique a examiné toutes les formes de géoingénierie et surtout la fertilisation des océans, mais leurs résolutions passées ne sont pas véritablement contraignantes, mais elles donnent de fortes orientations et sérieuses sur le fait qu'on ne devrait pas s'engager dans la recherche sur la géoingénierie, sauf si c'est fait à très faible échelle et très fortement réglementé. Et donc, il y a le protocole de Londres également qui met tout ceci en avant sur les questions de réglementation. Et certains donc, de ces examens permettent d'étoffer des conseils sur tout ceci. Mais la position de la Convention est très claire, c'est-à-dire que la géoingénierie ne doit pas être développée comme une réponse au climat et certainement pour les options technologiques qui s'accompagnent de risques injustes et qui ignorent les progrès et qui ne s'attaquent pas à la cause principale. Il y a certaines années, je pense on se demandait si on devait réduire les émissions, on se devait procéder à la géoingénierie. Maintenant, on a réalisé qu'il faut faire les deux. Mais la géoingénierie est un mot qui peut porter à confusion car l'élimination du CO2 est un large spectre qui va des solutions naturelles. Et est-ce que c'est par exemple une solution naturelle est encore la géoingénierie? Si il y a des choses très par exemple planter des arbres, est-ce que c'est de la géoingénierie? Est-ce que c'est bien ou pas? Mais encourager la géogénérie pour le corail, est-ce que c'est bien ou pas? Et donc, ça va entraîner des changements physiques sur le climat. Et ça doit être mis dans des discussions internationales, c'est-à-dire qu'on doit se demander qu'est-ce qui peut être une action nationale, une action internationale. Et il faut voir que ça va pouvoir affecter, ces interventions vont pouvoir affecter à des échelles plus larges le monde entier. Et donc, si ça affecte le monde entier doit avoir son mot à dire. Et certains pays, certaines personnes vont trouver des inconvénients à ce développement et souffrir des impacts, par exemple l'éclaircissement des nuages marins. Et il faut que ce soit donc, il faut voir si ça va véritablement réduire les températures ou pas, mais ça peut aussi changer les modèles de climat. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est censé faire, puisque finalement, on éclaircit ces nuages marins et ça change, on altère les modèles climatiques. Et donc, ça a des conséquences. Et il y a certains avantages, mais il y a également des contreparties et des effets négatifs. Et donc, c'est ça que doit étonner la gouvernance, c'est-à-dire l'échelle à laquelle c'est réalisé et dans quelle mesure.
Merci Phil, vous avez déjà parlé de questions très importantes qui est celle de l'échelle à laquelle ça va être mené et les niveaux de gouvernance qui pourraient être utiles et pertinents pour ce type d'activité. Je me tourne maintenant pour Simone. Que voyez-vous, quelles sont à votre avis les questions principales pour la modification du rayonnement solaire et pour sa gouvernance? Quelles sont les informations capitales qui manquent encore pour que l'on puisse prendre des décisions éclairées sur la recherche et l'éventuel développement de ces techniques? Pour continuer dans ce qu'a dit Phil, il est possible que le plus grand souci, enfin du moins à mon sens, le manque d'enthousiasme pour mener ce débat, tient dans le fait, dans la crainte que ceci nous ramènerait à l'option dont Phil parlait, et qui est qu'au lieu de s'attaquer à la cause principale du réchauffement, c'est-à-dire le combustible fossile, et qui sont la source des dégâts qui provoquent le changement climatique, on aurait cette autre option qui serait comme une solution de facilité. Et je pense que c'est le souci principal auquel font face de nombreux États, surtout ceux qui travaillent d'arrache-pied pour remplir l'accord de Paris, qui s'attellent à la transition écologique et qui travaillent pour accélérer la neutralité climatique. Et je pense que c'est vraiment le plusieurs soucis. Ceci étant dit, le GIEC lui-même a souligné que ça pourrait être nécessaire, ou du moins recommandé. Et ce serait recommandé pour aider une forme de modification, et par exemple avec les solutions fondées sur la nature. Et ceci, à son tour, nous montre qu'il y a beaucoup d'informations scientifiques, comme par exemple le dépassement des températures, et c'est une réalité. Et ça, il pourrait être nécessaire d'avoir une aide complémentaire pour faire face à ceci. Et par exemple, y compris pour atteindre la neutralité carbone à la moitié du siècle. Et même si on accélérait ceci, ce que l'on ne fait pas pour le moment, mais car certains États procrastinent encore et se disent que bon, on va faire cette neutralité carbone après 2050, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, il faudrait donc avoir quelque chose pour nous aider pour accélérer ce processus. Mais je pense qu'il faut dire clairement que toute activité de ce sens devrait être complémentaire à toutes les ambitions possibles d'accélérer pour atteindre la neutralité carbone et climatique le plus vite possible. Ceci étant dit, il y a d'autres questions, et par exemple, l'échelle à laquelle c'est fait en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce que ça impliquerait, quel pays serait affecté, comment ça pourrait affecter, pourrait-il y avoir des effets transfrontaliers, est-ce que les êtres humains peuvent vraiment contrôler le type de modification dont on parle? Et tout ceci est lié à un principe juridique sur l'environnement qui est le principe de précaution, c'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas prouver que le risque est minimum et que peut être en quelque sorte contrôlé, on ne peut alors pas aller de l'avant, continuer et mener toute activité qui pourrait avoir des dégâts au-delà des effets nationaux et donc affecter d'autres pays. Et donc, les pays peuvent brandir la souveraineté pour exercer toute forme d'activité qu'ils considèrent importante dans leur politique environnementale, et c'est peut-être plus facile de contrôler les effets de telles expériences au niveau national, où on peut plus contrôler ça, contenir ça et contrôler les effets. Et c'est peut-être une information nécessaire. Qu'est-ce que nous dit la recherche? Est-ce que, par exemple, en Australie où il y a cette recherche, quels sont les résultats obtenus? Quelles sont les observations? Et comment on peut les contrôler? C'est-à-dire, est-il possible de les contrôler? Je pense que c'est le plus grand souci. L'autre question, ce serait de voir ce qu'il en est de l'accessibilité. Et dans ce type de recherche et de modification, est-ce que cette modification serait bénéficiaire? Est-ce que ce serait disponible pour tous les États ou c'est simplement pour les États industrialisés qui ont accès à ceci?
et à la recherche et donc à de telles expériences de modification. Est-ce que ça va être disponible pour tous, pour tous les pays? Et donc, ces expériences, où vont-elles être déployées? Est-ce que tout le monde serait représenté? Est-ce que tous les États auraient une voix et seront sûrs de ne pas souffrir d'effets négatifs? Ou est-ce que certains pays vont simplement avoir des bénéfices alors que d'autres États souffriraient de conséquences négatives? Dans quelle mesure donc ces pays pourraient faire entendre leur voix et leurs préoccupations et être sûrs que leurs intérêts sont protégés? Je pense que ce sont vraiment les intérêts, les arguments juridiques qu'il faut comprendre, et il faut voir que c'est crucial pour permettre, réglementer et régir, gouverner la modification du rayonnement solaire. Même, je pense que le plus gros point, c'est que, et c'est qui est très lié à la modification climatique, si on sait que le changement climatique induit par l'homme provoque un nombre d'effets délétères, nous ne sommes pas capables de définir et de dire quels sont les effets, la causalité de tout ceci. C'est-à-dire que telle chose affecterait tel autre État. Donc, cette incapacité à établir ces liens directs est un dilemme en tant que tel, car on ne peut pas mesurer exactement, on ne peut pas définir les responsabilités et de l'acteur vers la victime. Donc, je pense que j'ai terminé et je conclurai en disant, en soulignant que comme il y a des États comme l'Australie qui mènent ce type de recherche et qui observent bien sûr les résultats, et donc toutes ces observations sont fondamentales pour alimenter le débat et pour en savoir bien entendu plus sur ce sujet. Thanks, Simona, and that's Merci. yeah, a really good segue Merci into Simona, et asking ça me Daniel permet to give de us rebondir et a little bit demander more à information Daniel about de nous en dire un peu plus biological sur processes l'éclaircissement des nuages related to marins the balance en of Australie. hormones that you're Quels sont mentioning. les défis et les questions? Je pense que la chose la plus utile, c'est de commencer à décrire ce qu'est l'éclaircissement des nuages marins sur la barrière de corail et qui est différente de celle que l'on pourrait avoir de l'utiliser dans un sens simplement de géo-ingénierie climatique. Donc, selon la géo-ingénierie, ce serait de changer le climat international pour essayer d'inverser les effets du changement climatique, réduire le CO2 dans l'atmosphère, l'éliminer, ou en refroidissant les températures de la planète pour compenser les gaz à effet de serre, l'effet de serre. Et donc, la technologie d'éclaircissement des nuages marins consiste donc à éclaircir les nuages. Et l'idée qu'on utilise sur la barrière de corail n'est peut-être pas ce sens mondial. C'est-à-dire que pour nous, pour la barrière de corail, l'éclaircissement des nuages marins serait appliqué simplement les années où il y a de fortes vagues de chaleur océanique sur la Grande Barrière, et ce qui blanchit les coraux. Et donc pendant l'été, lorsque les coraux sont exposés à ce risque de blanchiment. Et donc on parle d'une technique similaire, mais qui est simplement faite pendant un temps réduit et qui est une réponse aux vagues de chaleur océanique. Et donc, il faut voir que toute la Grande Barrière de Corail ne représente qu'une superficie infime, 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 infime de la planète, la superficie du globe. Donc les risques et les bénéfices potentiels de le faire au-dessus de la Grande Barrière sont radicalement différents que d'essayer de faire cet éclaircissement des nuages marins pour refroidir la planète. Il faudrait une technologie très différente, beaucoup plus grande sur les océans. Et il faudrait avoir toujours donc ces nuages en permanence. Et au-dessus de la grande barrière de corail, on a simplement besoin de ces nuages marins pour protéger nos coraux, réduire ce stress qui est sur le coraux, et donc pour préserver nos écosystèmes. Donc cette modélisation sur la grande barrière
Et dans ceci, dans ce que nous avons trouvé, l'une des choses les plus intéressantes, c'est que ça ne travaille que dans un scénario de changement climatique. Donc, on ne sait absolument pas si on pourrait l'utiliser euh, euh, pour réduire les gaz à effet de serre. Non, ça ne marcherait pas. Euh, Ça va nous permettre de sauvegarder notre barrière de corail quelques dizaines d'années en plus, mais l'essence fondamentale nous montre qu'il y a une réponse limitée des nuages. Et très souvent, c'est sur certaines circonstances qui se produisent souvent au-dessus de la Grande Barrière, il y a un montant réduit des nuages qui vont pouvoir remplir cette fonction. Et donc, pour, euh, pour les concentrations supplémentaires de CO2, ça peut faire un peu baisser. Et là, c'est là où on a la plus grande réponse. Donc, ça veut dire que il est essentiel d'avoir les actions le plus possible sur le changement climatique et que l'éclaircissement des nuages marins nous aide à sauvegarder la barrière. Pour les questions de gouvernance, pardon, je dépasse peut-être un peu le temps qui m'est imparti, mais l'une des choses les plus importantes pour cette conversation, c'est si on passe à une autre échelle cette technologie, et ça ne devrait même être possible pour la barrière, mais il faudrait trop d'énergie pour le faire à une plus grande échelle, ce serait très difficile à faire. Et pour le moment, et c'est très difficile de pouvoir appliquer cette technologie à une plus grande échelle, et pour ne pas dire à l'échelle mondiale, bien entendu. Et il y aura peut-être des percées technologiques à l'avenir, ça c'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est vraiment extrêmement improbable. Et je pense que le plus grand défi, ce serait de pouvoir déjà le mettre à une grande échelle pour sauver la barrière de corail. Je crois que le prochain défi fondamental est de faire face à ces incertitudes. Et donc, on a déjà on a un programme de recherche assez grand qui s'attaque à la technologie en elle-même, mais aussi les risques, les incertitudes, etc. Et, on voit aussi ce que ça peut avoir comme conséquence sur la population. D'ailleurs, on a les personnes qui sont... donc, on voit les risques, les bénéfices, combien ça pourrait coûter, bien entendu. Et donc, bien sûr, on mise sur les technologies, les énergies renouvelables. Et je pense que l'un des autres défis, c'est qu'il est très tôt dans toute cette trajectoire pour vraiment comprendre la science microphysique, etc., et les sphères microphysiques. Donc, je pense que il est difficile de faire de la gouvernance de quelque chose dont on ne connaît ni les risques potentiels ni les avantages. Et donc, la recherche est fondamentale pour augmenter notre compréhension à la matière. Merci Daniel. Je me tourne maintenant vers Jane qui nous a dit qu'elle voit un potentiel pour des instruments au niveau régional et donc parler des éventuelles carences de gouvernance internationale. Jane? Oui, je ne suis pas sûre que je le vois comme un manque de gouvernance internationale pour l'éclaircissement des nuages marins. Et comme le disait Daniel, pour le moment, je pense que c'est plus conceptualisé comme une action d'adaptation, plus que comme, surtout comme quelque chose qui est vraiment de la ingénierie solaire. Et il faudrait donc dire au public que les appels récents pour un accord de non-utilisation des techniques de gestion de rayonnement solaire ne s'appliquent pas à ces types d'actions régionales. Et justement, l'éclaircissement des nuages marins sont un exemple de technique d'adaptation et qui donc ne rentre pas dans le cadre d'un accord de non-utilisation. Je devrais dire que
on pense à la gouvernance internationale, à la façon dont on pourrait régir ces technologies, mais il faut dire que l'un des moteurs principaux de ce programme en Australie de d'éclaircissement des nuages marins est bien entendu le projet imminent de voir cette grande barrière placée sur les espèces en péril du Fonds mondial pour la nature, du double. Et l'Australie s'engage à protéger ses coraux en fonction de cette convention. Donc il y a des éléments auxquels il faut, comme on pourrait penser qu'ils facilitent ou encouragent ce type de choses. Mais justement, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques met en avant ces risques anthropiques de changement climatique, mais dit qu'il y a des éléments importants au niveau international qui incitent à supporter ce type d'initiative. Pour l'Australie, dans le cadre de l'Australie, je pense que ce que nous avons mis en place, et Daniel pourrait vous en parler plus à la première personne, c'est que nous avons un cadre de gouvernance, un régime donc qui nous donne une plateforme très importante pour que d'autres pays puissent voir ceci comme une opportunité, et ça donne à l'Australie la possibilité d'exporter ceci à d'autres pays qui ont une barrière de corail. Et ce que nous avons fait dans ce cadre, c'est d'avoir un régime très sophistiqué et qui est spécifique à la grande barrière de corail et qui a ses propres spécialistes, une agence avec des spécialistes, etc. et des politiques qui régissent toute une sorte d'activités qui peuvent être conduites sur cette grande barrière de corail, dont une recherche sur mesure. Et par-dessus tout, a été mise en place cette politique spécifique qui est liée à donc, ces actions proactives. Et cette politique vient du fait que l'intervention est nécessaire, ça part de ce principe-là, et que ça va être la seule chose qu'on peut faire pour la résilience des coraux, et qu'on il faudra le faire tant qu'on n'aura pas réussi à stabiliser les températures. Donc, c'est intéressant de devoir cadrer ce problème en sorte. C'est-à-dire que les politiques d'intervention prennent cette approche avec certains risques ou certaines interventions sont considérées trop risquées, ne vont pas être prises en compte. Mais ce type d'intervention ne rentre pas dans cette catégorie où serait par exemple la modification génétique des coraux. Mais l'éclaircissement des nuages marins n'entre pas dans cette catégorie. Les risques sont moyens ou limités. Et donc c'est un pas en avant et pour mener ce type d'expérience qu'on va pouvoir envisager. Et chaque fois, on va évaluer ce dont on a appris et quelles sont toutes les questions. Je n'ai pas entré plus en détail car je pense que Daniel va pouvoir en parler certainement plus. Mais alors, je vois évidemment des insuffisances dans ce sens. Et je pense que l'Australie est toutefois un très bon point de départ qui coche en fait toutes les cases de ce que l'on souhaite pour la gouvernance de la recherche, de la modification du rayonnement solaire, avec tous les principes d'Oxford par exemple, ou tous les autres principes sur lesquels les universitaires de la MRS se sont penchés. Et on étudie, on fait la comparaison de toutes ces différentes données. Et je pense que ça marche plutôt bien. C'est pas parfait, certes. Il y a certains problèmes dont j'aimerais parler, mais je pense que c'est une façon intéressante de voir que on ne s'arrête pas au fait que tout ça, ça ne commence pas par le fait ça commence par une gouvernance internationale. Merci beaucoup, Jen. Maintenant, je vais donner la parole à Ashita. D'après vous, quel rôle les jeunes, comme vous, devraient jouer dans les discussions et les décisions qui entourent l'éclaircissement des nuages marins, sur le fait qu'on essaye et qu'on développe ces techniques, et également sur d'autres techniques pratiques de modification du rayonnement solaire? Merci. Je pense que les mouvements de la jeunesse et des efforts de géo-ingénierie sont nécessaires pour obtenir des résultats à long terme,
au cours des décennies qui vont venir, les jeunes vont directement avoir une influence sur les résultats de l'ODD 13, qui est un moteur clé pour atteindre ceci. Donc, il faut utiliser cet engagement pour que ce soit un nouveau paradigme pour le changement et donner un nouveau leadership. Donc, les jeunes ne sont pas simplement affectés par les effets du changement climatique, mais souvent exclus des processus de décision internationale en dépit de leur mouvement de militantisme et de leur très fort engagement à l'égard de l'agenda 2030. Et cela met en évidence le besoin de créer un environnement qui permette aux jeunes de s'impliquer et d'avoir des cas dans lesquels ils peuvent s'engager, et des jeunes qui viennent d'horizons différents et qui puissent donc participer au processus de décision sur l'éclaircissement des nuages marins et d'autres techniques de multiplication de rayonnement solaire. Des approches peuvent avoir des avantages holistiques sur les structures de gouvernance. Le cadre de gouvernance développé actuellement pourront s'adapter aux circonstances à l'avenir, et les différents scénarios où la MRS joue un rôle permettront de comprendre les problèmes qui affectent les groupes individuels et qui sont les leaders de demain. Donc les jeunes peuvent être impliqués dans un processus de participation utile à ce type de décision. Ils apportent des énergies fraîches, ils sont à l'avant-garde des innovations, ils développent de nouvelles technologies, ils créent leurs propres start-up, que ce soit dans des secteurs très différents, l'énergie verte, le transport, les énergies renouvelables. Et donc, on ne sait jamais quelles technologies de MRS peuvent surgir pour pouvoir atténuer et je pense que les jeunes ont prouvé qu'ils sont les plus résilients face au climat et qu'ils peuvent contribuer d'une façon qui vont réunir le plus de parties prenantes sur le plan social et technique. Mais il faut qu'ils aient une éducation de qualité, une formation, des finances et des bonnes occasions d'emploi. Mais c'est vrai que dans le secteur de la géo-ingénierie, qui est en croissance, espérons qu'il y aura de nouvelles opportunités pour les jeunes. Ils pourront ainsi contribuer, et les jeunes participent et contribuent, donc ils sont vraiment une partie très importante de notre système politique. Et je pense que c'est un sujet clé autour de la MRS, c'est-à-dire de garantir que le pouvoir est bien distribué. C'est-à-dire que certaines nations pourraient participer plus que d'autres, et les jeunes peuvent être un acteur clé pour veiller à ce que le pouvoir soit distribué de façon équitable. Et dans ce domaine, les jeunes sont peut-être plus ouverts d'esprit, plus conscients sur le plan social que d'autres parties prenantes qui sont autour de la table. Donc c'est un des groupes les plus proactifs, les plus dynamiques, et ils ont montré que l'engagement auprès de différents groupes de parties prenantes, de financiers, d'universitaires, de chercheurs, et ils peuvent eux-mêmes réunir ces groupes. Et donc, si on leur donne les opportunités, ils peuvent faire un pont, un lien entre ces différents facteurs, entre les différentes communautés indigènes, que ce soit dans les pays développés ou moins développés. Mais toutes ces communautés ont de la jeunesse, et il faut leur donner les moyens. Et ça peut être le facteur décisif qui nous donne un environnement international de gouvernance. Et les jeunes peuvent vraiment réunir les parties prenantes et avoir un rôle très important dans la façon de façonner les processus de gouvernance. Et ça, c'est vraiment un sujet clé sur lequel je voulais intervenir. Merci. Merci beaucoup. J'aurais beaucoup de questions à vous poser sur ce que vous venez de dire, mais je veux également donner la chance au public de poser ses questions. Donc, j'invite le public à poser ses questions dans la section de Q&A, questions-réponses. Et j'aimerais également que Chris Vivian et Janus Pasteur allument leur caméra et nous rejoignent pour répondre aux questions au cas où. Nous avons déjà quelques questions, dont une question de David qui est la suivante.
Étant donné l'approche relativement concrète que les autorités australiennes semblent avoir appliquée jusqu'à présent, avec aussi les études sur la fertilisation des océans, qu'il y ait ou non des études en place qui auraient permis la consultation et la décision, quel niveau de confiance pouvons-nous avoir sur le fait qu'il y aura des niveaux efficaces de gouvernance en Australie liés à l'éclaircissement des nuages marins? Je vais demander à Jan ou à Daniel de répondre. Daniel? D'accord. Donc, je vais répondre. C'est une bonne. La dernière partie de la question est une bonne opportunité d'expliquer ce qu'il en est du projet d'éclaircissement des nuages marins. Donc, je pense que Jan pourra également donner plus de détails, mais donc les autorités du parc de la Grande Barrière de Corail est l'un des meilleures agences de gestion au monde. Comme je l'ai mentionné, elle a un conseil très pointu d'études des risques, et le parc marin donc s'attache au sens de l'égalité, et c'est une partie, c'est la législation. Et il y a une autre, donc de fédéral, il y a une part également qui est au-dessus de ça, mais notre programme, pour vous donner une idée de comment cette recherche est menée, nous avons un conseil composé de membres de la recherche, avec des représentants des agences fédérales du gouvernement australien. Ce conseil a également des représentants des propriétaires traditionnels et 2 membres indépendants. En dessous de ce conseil, il y a un conseiller de direction qui a également des représentants et qui a des représentants traditionnels, hommes et femmes, donc des communautés. À ce côté de ça, nous avons un groupe de conseil des propriétaires traditionnels. Nous avons un sous-comité d'évaluation des risques sur les interventions qui évalue en particulier la recherche, non seulement de l'éclaircissement des nuages marins, mais aussi des différents projets, et en particulier pour les travaux sur le terrain qui présentent des risques pour l'environnement. Et en marge de ceci, nous avons un groupe d'évaluation des risques totalement indépendant, qui est donc indépendant du programme et qui évalue les risques liés à la recherche. Et enfin, nous avons au sein de notre programme, nous menons des recherches sur les recherches de toutes ces interventions qui peuvent être... Et donc, ça nous permet non seulement de comprendre les risques, les avantages, mais également les risques prévus et non prévus, connus et non connus. Et donc, pour revenir sur quelque chose qu'on a dit avant, pour diffuser les apprentissages, il faut savoir que la propriété intellectuelle de notre programme reste pour nous, mais nous acceptons de diffuser, de donner des licences à tout le monde qui veut le faire pour pouvoir utiliser ces technologies que nous développons. Et en plus de tout ceci, nous avons un très grand engagement des communautés, donc avec les propriétaires traditionnels qui s'engagent fortement, et nous sommes ravis parce que la semaine prochaine, nous avons le premier communauté de référence des communautés, et qui est composé de membres des communautés indigènes, et donc qui va inclure évidemment des jeunes, des sessions des groupes intersectionnels de travail, et nous travaillons donc de façon croisée avec tous ces groupes. Donc
donc, dans ces programmes, tous les acteurs sont engagés, les représentants des propriétaires traditionnels peuvent participer à la recherche et nous nous engageons auprès de ces groupes traditionnels le plus près possible, non seulement pour avoir des idées, mais également pour qu'ils participent à la recherche. Et donc, ce sont des peuples qui, depuis des milliers d'années, conservent et préservent cette barrière de corail. Donc, on les respecte énormément. Et c'est pour ça qu'on ne fait aucune recherche, que ce soit sur la barrière de corail ou autre, sans avoir leur consentement préalable et éclairé de ces groupes traditionnels ou des terres, dans les endroits où nous menons cette recherche. Donc, je pense que je ne voudrais pas trop parler, mais je pense que ça répond à la question, c'est-à-dire que notre projet a des niveaux de gouvernance avec l'engagement des communautés et des sciences sociales qui sont tout ceci est rassemblé et donc ça peut aider des groupes de recherche qui sont intéressés à faire des recherches sur des projets similaires pour voir quels peuvent être les impacts sur le climat. C'est un travail très interdisciplinaire et où il y a différents points de vue, différents intérêts qui peuvent être en compte. Merci. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose, Jen? Vous pourrez également répondre à une autre question. L'Australie va-t-elle développer un guide des bonnes pratiques et des meilleures pratiques à adopter? Je pense que cette question du guide est plus liée à la technologie et ça, c'est beaucoup plus du domaine de Daniel. Et je suis persuadée que son programme de recherche va produire de grands résultats dans les années à venir, au fur et à mesure qu'il va évoluer. Je voulais revenir sur l'hypothèse qui a été faite dans la question, à savoir que cette idée que le gouvernement australien prend une approche concrète pour ceci. Je ne sais pas grand-chose sur l'expérience WileX, mais je suis persuadée que la raison pour laquelle les premiers essais sur le terrain ont été autorisés a été parce que c'était destiné strictement à la recherche au sein du protocole, donc qui respecte le protocole de Londres et qui ne demandait donc pas l'intervention des lois australiennes sur les déchets en mer, mais bien sûr que s'il y a un déploiement à plus grande échelle de cette activité, même pour la recherche, il faudrait certainement l'autorisation du gouvernement australien. Donc je ne suis peut-être pas d'accord avec l'idée, avec le principe que l'Australie prend une approche concrète à l'égard de ceci. Je ne sais pas si le pays l'a fait ou pas, mais je ne pense pas que les deux puissent se comparer. Et il y a certainement une sorte de chevauchement entre les différentes agences, mais comme Daniel le disait, l'activité sur les grandes barrières de corail est surtout gouvernée et régie par l'autorité du parc, qui a un régime statutaire et qui est hautement responsable et qui est attendu pour gérer toutes les utilisations, mais aucune de ces utilisations ne peuvent saper la gestion et en vue de la conservation, car c'est l'objectif numéro un. Donc, c'est ce qui est important, c'est la résilience de la Grande Barrière et c'est planifié pour les 20-30 années à venir pour veiller à ce que la barrière de corail puisse résister au changement climatique du mieux possible. Donc, je pense qu'il fallait vraiment rappeler ceci au public, que le programme d'ombrage n'est qu'une partie de ce large programme et qui inclut différents types d'interventions. Par exemple, ça inclut le fait de pouvoir apporter des coraux qui sont adaptés à la chaleur, etc. Donc, c'est une approche multiple dont la stratégie d'ombrage et de refroidissement ne sont qu'une partie. Merci. Il y a d'autres questions pour Daniel, mais je voudrais également donner la parole à tout le monde. Ashita, je me tourne vers vous.
Par exemple, vous ou les jeunes avec lesquels vous travaillez et auprès desquels vous vous engagez dans les processus de gouvernance sur l'éclaircissement des nuages marins, quels sont les espoirs et les préoccupations que les jeunes pourraient apporter autour de la table de cette discussion? Merci. Je pense que les jeunes, comme n'ont pas un point de vue tranché sur le fait qu'ils sont pour ou contre la modification du rayonnement solaire. On comprend la gravité des circonstances actuelles et on sait que la recherche, les expériences sur la MRS sont nécessaires pour mieux comprendre les impacts à court terme et à long terme et pour être préparé à une éventuelle urgence climatique. Et je pense qu'il est temps d'avoir un cadre de recherche international ouvert et de commencer à forger une architecture de gouvernance internationale. Je crois que une des principales préoccupations des jeunes, c'est que le manque d'inclusivité en ce qui concerne les activités de MRS. Dans beaucoup de pays en développement, par exemple, ils vont peut-être perdre le plus si la MRS est déployée. Et donc, la plupart des recherches et des réunions en la matière ont été menées dans des pays industrialisés. Et pour garantir une discussion et pour concrétiser ces discussions ouvertes et inclusives sur la MRS à large échelle, il faut être sûr que ça doit être fait de façon indépendante au-delà de l'Europe et des États-Unis et dans des régions en développement. Il faut donner ces régions moins développées, leur donner les moyens d'avoir leurs propres consultations et de développer leur propre point de vue sur ça peut être financé par différentes sources, mais je pense que le point le plus important pour ces consultations, c'est de voir qu'elles sont menées au niveau régional et connectées internationalement. Et il y a également un point important, c'est de voir souligner que dans les discussions internationales sur la MRS, euh, il faut voir que ces technologies ne sont des solutions temporaires. C'est une façon de gagner du temps euh, et une façon de compenser les effets du réchauffement climatique qui n'ont pas encore été réglés, mais mais le déploiement de la MRS ne va pas suffire pour baisser les températures. Et donc, et ça peut provoquer une augmentation massive des températures et rapide. Donc, il est très important que la MRS ne détourne pas les nations de leurs actions ambitieuses visant à atteindre l'accord de Paris. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et à travers mon engagement et avec la jeunesse, euh, bah, je vois que d'autres méthodes sont populaires pour la modification de l'albédo, par exemple. Et il y a par exemple blanchir les installations humaines, mettre de grands réflecteurs sur terre, faire de la forestation à grande échelle dans le désert et déboiser à haute altitude et rendre l'océan plus clair également. Et je pense qu'en faisant des petites expériences sur les MRS, on pense que les gouvernements peuvent construire, instaurer la conscience et donc poser les bases des futures activités de géo-ingénierie et qui seront peut-être plus respectueuses de la nature. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais me tourner à nouveau vers Simone pour parler de cette dissuasion, donc l'aléa moral, c'est-à-dire la crainte que l'utilisation à l'avenir de la MRS pour refroidir les températures dissuade et détourne de l'attention que nous devons porter à la réduction des combustibles, des émissions et des combustibles fossiles. Et certains pensent que c'est un risque de la recherche, même si ces petites expériences ne sont pas conçues, bien entendu, pour faire ceci. Que pensez-vous et comment la gouvernance peut diminuer le risque? Merci beaucoup, Miranda. Oui, pour revenir à ce que disait Daniel, et il avançait que, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, que l'expérience qui est menée en Australie
ne fonctionne que c'est en parallèle avec les ambitions continues de réduire les émissions le plus vite possible. En tant que tel, c'est plutôt rassurant à entendre. Nous espérons que tous les États ont ce type de philosophie et d'approche et pour pouvoir voilà, même s'ils mènent cette méthodologie d'AMRS in situ, avec des petits projets, mais donc pour le risque, oui, c'est malheureusement de la nature humaine de se tourner vers la facilité, ce qui n'affecte pas notre comportement et ce qui est le moins coûteux, entre guillemets, à court terme. Et c'est pourquoi on pense que il y a le risque de détourner l'attention sur qu'on doit mettre sur l'atténuation des risques des combustibles, car beaucoup de pays et même trouvent qu'il est très difficile de se passer de ces combustibles fossiles, même parfois pour des raisons sociales. Donc le risque est présent. Toutefois, ce que j'aimerais également ajouter, c'est que, et en attendant ce que mes collègues ont clairement dit, c'est que il faut vraiment une structure de gouvernance très bien structurée. Et ça, c'est essentiel pour de telles expériences, pour mener de telles expériences, car ça évalue l'échelle des risques dont nous parlions. C'est aussi évident qu'il y a une transparence dans ces cas-là, avec tous les types d'observations que l'on peut recueillir. Et, et ce que disait Jan également tout à l'heure, c'est que en réalité, le régime international n'exclut pas ces expériences pour l'adaptation, ça c'est vrai, et nous avons l'obligation de nous aider, de nous donner les moyens, et c'est pour ça on a la science à notre disposition, et c'est pour ça on fait cette recherche. Il faut vraiment voir que si c'est une solution éthique, il faut voir le type de solution dont on a besoin et pour veiller à ce que le type de risque soit géré le mieux possible. Et dans ce cas-là, oui, on peut peut-être aller de l'avant. Il faut voir ce que l'on peut faire. Il est également vrai toutefois que l'absence d'un régime international est l'élément de risque et que quand une activité n'est pas interdite parce qu'elle est dangereuse, alors le risque qu'un pays puisse conduire une telle expérience qui va avoir des répercussions transfrontalières ne serait pas réglementé au sens que ce ne serait pas exclu. Donc, le régime en tant que tel promeut la possibilité de recherche et ça s'accompagne pour l'adaptation, mais parallèlement à ceci, il n'y a pas d'interdiction spécifique de régime qui l'interdise, que par exemple il y a pour les essais nucléaires, vous voyez, et il y a au niveau international de juridiction, et donc ça c'est préoccupant, et surtout pour des pays qui ne peuvent pas suivre le rythme de la recherche et la possibilité de se défendre si d'autres pays décident de mener ces expériences sans prendre toutes les précautions nécessaires, comme le disait notre collègue. Et je pense que ce sont les questions éthiques dont je crois que parlait Ashita, si j'ai bien compris. Merci. Thanks, Simona. And then coming back to a couple of related Merci questions Simona. here J'aimerais in the revenir à chat. des questions dans le One chat. Une question qui nous vient d'Azio Amato et qui se dirige à Daniel. Pensez-vous que nous avons assez de connaissances sur les écosystèmes océaniques et marins pour pouvoir bien mesurer et être conscients des effets secondaires non planifiés et imprévus de cette intervention? Donc, surtout sur les effets secondaires donc, qui ne sont pas connus et qui sont imprévus.
Donc, c'est bien entendu une question qui est spécifique aux interventions. Ce que nous faisons avec notre programme en Australie sur l'adaptation ça a commencé à avoir des outils de surveillance en profondeur, des outils de surveillance écologiques et biologiques les plus pointus qu'on n'a jamais eu avec les coraux avant. Et donc, ça a été conçu spécialement pour comprendre comment ces différentes interventions peuvent toucher, affecter la communauté des coraux et leur écologie. Et en fonction de l'endroit où ça va être appliqué et de l'échelle à laquelle ça va être appliqué. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'écologistes et de biologistes qui ont été investis dans ce projet. Je ne vais pas me perdre en détail là-dessus, mais je pense que dans le cas de l'éclaircissement des nuages marins et pour la barrière de corail, je pense que les effets directs sur les écosystèmes marins sont très prévisibles, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la lumière solaire entrante, des changements de l'albédo des nuages, et bien entendu, ces changements ça s'accorde avec la variabilité du climat, entre par exemple des jours nuageux et des jours moins nuageux, ou des années nuageuses et des années moins nuageuses, par exemple, ou des années plus pluvieuses, voilà. Et donc, il y a toutes ces différences de la couverture des nuages. Et tout ceci ne serait même pas atteint par l'éclaircissement des nuages marins. Et avec cette recherche, nous avons vu à tel point les nuages sont importants actuellement pour la barrière de corail, car nous avons des coraux qui blanchissent, car les coraux blanchissent en raison d'un excès de lumière solaire et de cette énergie solaire. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais notre programme examine ceci, mais nous faisons vraiment notre mieux pour répondre à ceci et connaître les risques. Merci, Daniel. Je voudrais revenir à la question que j'avais avant adressée à Jan sur la rédaction d'un livre, d'un guide sur les meilleures pratiques. Je pensais que c'était les meilleures pratiques de gouvernance, mais ça peut effectivement être les meilleures pratiques pour la recherche et la conduite d'expériences comme celle-ci. Et donc, est-ce que vous comptez diffuser les leçons que vous avez tirées de ceci? C'est une question je m'adresse à Daniel. Pardon, je pensais que vous vouliez Jen. Je l'avais d'abord demandé à Jen, mais je sais pas au sujet de la gouvernance, mais plutôt au sujet de la recherche et des bonnes pratiques de recherche. Donc, je reviens vers vous. Oui, bien sûr. Donc, comme quelqu'un l'a suggéré, on devrait rédiger un livre, ce serait une bonne chose, mais certainement tout notre programme est conçu pour être le plus transparent possible. Et donc, si quelqu'un souhaite connaître la structure de gouvernance, je lui suggère de se référer, de consulter notre site web. Mais je pense que les sciences sociales, et d'ailleurs nous avons un programme sur la réglementation et qui regarde comment les réglementations australiennes est adaptée à la pratique et pour gérer ce type d'intervention tout à fait nouvelle sur le climat sur lequel nous faisons notre recherche. Donc, je pense que le public peut trouver les conclusions qu'on aimerait avoir de notre programme et nous essayons effectivement de transmettre ces meilleures pratiques. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question dans le chat que j'aimerais adresser à Janus Pasteur pour qu'il puisse justement conclure. La question est la suivante. C2G va-t-il résumer dans un article cette session qui a été très intéressante? Donc, je demande à Janus Pasteur et je lui donne la possibilité de conclure notre webinaire d'aujourd'hui. Merci Miranda. D'abord pour répondre à la question, donc ce que nous allons faire c'est mettre la vidéo à la disposition sur notre site web dans les jours à venir. N'attendez pas ce que ça fait cet après-midi. Et quand nous faisons ces vidéos, nous identifions quelques extraits qui nous permettent intéressants à souligner. Et nous n'avons pas prévu de faire un rapport qui résume ce webinaire, mais
et on peut l'envisager, pourquoi pas. On peut peut-être le faire nous-mêmes ou demander de l'aide extérieure pour le faire. Donc ça concerne, c'est pour la réponse à votre question. Et ensuite, donc, on m'a demandé de dire quelques mots de conclusion. Tout d'abord, merci à tous nos intervenants et intervenantes qui ont apporté des idées très intéressantes sur leurs travaux. Et merci aux personnes du public qui ont posé des questions. Ça a été une discussion très intéressante et j'aurais besoin de plus de 2 minutes pour la résumer. Mais j'ai entendu plusieurs points très intéressants et je vais en mentionner quelques-uns. L'un d'eux, c'est que nous n'utilisons pas toujours la même terminologie pour la même chose. Parfois, on dit que on parle de géo-ingénierie solaire ou de techniques de modification du climat. Bon, peu importe. Ce qui doit être clair, c'est ce dont nous avons besoin et ce qui est inclus dans ces termes. J'ai également entendu très clairement de la part de nos intervenants, c'est que l'éclaircissement des nuages marins n'est pas une solution, mais ça peut être une façon ça peut être complémentaire et pour gagner du temps, comme on l'a dit, dans certaines parties et régions du monde. Et ça a été une discussion intéressante qui est vue d'angles différents et donc il faut intégrer la gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins dans des cadres de gouvernance qui existent déjà et avec d'autres sujets qui y sont liés. Donc n'essayons pas de gouverner ceci de façon cloisonnée, mais essayons de le faire dans le contexte de la société le plus général et certains de ces besoins peuvent se faire au niveau très local ou parfois à des niveaux nationaux ou internationaux, mais il faut qu'il y ait une meilleure connexion entre les différents niveaux. Et je dois dire qu'à la fin, on doit tous être veillés à ce que tout le monde soit engagé dans le processus, car on va tous devoir, et surtout pour la jeunesse, elle doit être engagée car elle va avoir à vivre plus longtemps que nous dans ce monde. Donc, ce sont des choses que je résume ainsi. Je pense qu'il est également très clair et je remercie Miranda et cette discussion a permis de voir que ce type de sujets ont besoin de connaissances transdisciplinaires. Et c'est la seule façon de pouvoir utiliser tous ces outils pour pouvoir répondre aux objectifs de température de l'accord de Paris. Mes collègues de CDG et moi espérons que des discussions comme celle d'aujourd'hui ou des événements comme celui-là permettent de déclencher des discussions et des débats, pas simplement pour ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'éclaircissement des nuages marins, mais également pour un ensemble plus large de ces questions et avec les différentes parties prenantes qui travaillent pour un meilleur monde, que ce soit en termes économiques et écologiques et pour le bien-être des personnes aussi, bien entendu. On pense que la conférence des océans qui a lieu actuellement, la décanie des océans et bien sûr des négociations dans la convention de la diversité biologique et de l'UNCLOS va pouvoir augmenter les connaissances en la matière. Nous espérons également que l'Assemblée générale des Nations Unies va également pouvoir inclure ça dans le contexte général, en particulier pour tous ces aspects donc, qui sont liés à la nature et pour pouvoir relier tous les différents processus entre le processus des océans et bien sûr d'autres. Donc merci beaucoup pour à tous pour votre participation et continuons et j'espère vous revoir bientôt lors d'un événement comme celui-ci. Merci. Merci.